Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. J'ai presque envie de vous dire dernier, puisque oui, c'est la dernière émission de la saison. C'est triste, mais c'est comme ça, on va prendre un peu de vacances quand même, on les a bien méritées. Mais on va pas vous laisser quand même comme ça partir en vacances sans rien, sans quelques derniers conseils, de petites séries à mettre dans vos valises, dans vos ordinateurs, dans vos iPads, dans que sais-je, dans vos téléphones. Tant que vous regardez des bonnes séries, nous, on est contents. Et donc, on a quelques conseils que vont vous prodiguer mes deux invités du jour. Parce que moi, finalement, j'ai vu beaucoup de choses, mais c'est eux qui comptent vraiment. J'ai deux invités pour ça. Tout d'abord, Nora Boisouni. Salut Nora. Nora, habituée de l'émission maintenant. Merci d'être là pour cette dernière. Mais je suis bien contente d'être là pour la dernière. On va partir sur un feu d'artifice. Mais oui, on va faire des belles recommandations. Pour les gens qui ne t'auraient pas encore vu dans l'émission, quand même, rappelons que tu es la présidente de l'Association des critiques de séries. Journaliste indépendante, évidemment. Tu écris sur beaucoup de sujets, entre autres les séries, qui est un de tes domaines de prédilection. Et puis un nouveau que je suis ravi d'accueillir pour cette dernière, et jamais trop tard pour faire sa première dans cette émission, c'est Pablo Baron. Salut Pablo. Bonjour Clément. Pablo, toi tu es journaliste série, on te lit notamment sur le Point Pop, c'est ça, et dans GQ aussi il me semble. Et GQ aussi, et puis il y a les séries, les films, la culture de manière générale, mais c'est les séries ma spécialité. Très bien, et bien Pablo, tu as donc vu, j'imagine, beaucoup de séries cette année, Nora aussi. Oui. C'est donc l'heure de faire votre petite sélection pour l'été. On va vous donner les meilleures séries du début de l'année. C'est parti. On va donc, je disais, faire un bilan. On l'a limité aux 6 premiers mois. Ce n'est pas un bilan de la saison télé, c'est un bilan des 6 premiers mois de l'année. On avait déjà fait en décembre le bilan de la première partie de saison, on va dire de septembre à décembre. Vous pouvez retrouver l'émission évidemment en replay si vous avez envie de conseils sur les premières séries de l'année. Là, on est sur les 6 derniers mois, séries à rattraper cet été donc. Nora, Pablo, vous avez fait votre sélection et il se trouve que vous m'avez envoyé vos listes avant l'émission et vous avez une série en commun dans vos sélections. On va commencer par celle-là. Cette série, c'est Samuel. Samuel. On adore Samuel sur ce plateau. Je sais que tu adores Samuel, Clément. Fantastique série animée d'Arte. On a reçu la créatrice Émilie Tronche sur ce plateau il y a quelques semaines. Émission également à rattraper en replay pour vous. Nora, on peut dire coup de cœur sur Samuel ? La preuve, on est 3 sur le plateau. La preuve, il y a des millions de vues sur la série qui a été déclinée aussi sur les réseaux sociaux d'Arte, vu que c'est une série d'Arte qui est disponible, qui est assez... finalement, elle est longue en termes d'épisodes, mais elle est courte parce que chaque dure 3 ou 4 minutes ou 5 minutes maximum. Et c'est une série qui est intéressante aussi et qui fait un peu l'unanimité parce que nous, on n'a pas l'âge du héros qui a 10-11 ans. Et on voit qu'il y a des gens aussi, des jeunes, car nous ne le sommes plus, hélas, il faut bien le dire, il faut le reconnaître, qui sont fans de la série et qui sont même allés sur TikTok faire des challenges avec des musiques de la série, avec des dialogues de la série. Donc c'est une série qui a réussi à embarquer tout le monde, les grands, les petits, les moyens, les vieux, les femmes, les hommes. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez universel dans l'histoire de Samuel. Donc on rappelle, c'est un petit garçon qui raconte dans son journal intime les péripéties de sa vie d'écolier. Donc il y a la fille dont il est amoureuse, la grande Julie, il y a la méchante Bérénice, il y a son meilleur ami, on fait des sorties au lac, on dévale des pentes en vélo, on va à la piscine, on fait des chorégraphies, on chante dans sa salle de bain tout seul. Les scènes de playback et de danse sont quand même croustillantes. Elles sont assez exceptionnelles. C'est une série qui, j'ai l'impression, a fait du bien à tout le monde et qui est très tendre et assez universelle finalement. Qui a parlé à tout le monde. Pablo, t'es d'accord? Série universelle. Oui, tout à fait. C'est notamment cette simplicité des traits en fait, vachement épurés qui raconte les déboires amoureux d'un garçon de 10 ans. Et il y a une nostalgie en fait dans cette série. La nostalgie des années 2000 d'abord, mais où en fait c'était une génération qui n'était pas encore asphyxiée par les écrans, par les réseaux sociaux, tout ça, et où en fait on prenait le temps aussi de se poser des questions intimes, profondes, et tout simplement de regarder la pluie aussi. Ouais. Donc, il y a tout un épisode sur la pluie. Il y a quelque chose de très poétique en fait dans cette série. Et de très effectivement nostalgique pour on va dire une génération de trentenaires qui se retrouvent dans ces années 2000. Oui, mais pas que, c'est ce que tu disais. C'est que ça a réussi à toucher des jeunes qui aujourd'hui sont sur TikTok, etc., qui n'ont plus du tout la même enfance qu'avait Samuel, même si c'est fictif. Oui, et même, c'est une série effectivement qui se passe dans les années 2000. Il y a des références que nous, qui avons grandi dans cette période-là, on reconnaît, de la musique, des stars, etc. Mais ça ne l'enferme pas dans une période que d'autres n'ont pas connue et dont ils se sentiraient exclus finalement. C'est pas du tout une série qui est faite pour les gens comme nous, qui avons plus de 35 ans, qui avons grandi dans cette période-là. Justement, Émilie Tronche, elle réussit à rendre cette série accessible et
ouverte et universelle, alors qu'elle l'ancre dans une période, oui, que les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont pas connue, effectivement, sans écran, sans téléphone portable, sans réseaux sociaux. Mais ça ne la rend pas non plus. Voilà, c'est pas une série faite pour les vieux qui disent ah c'était mieux avant, ou alors ah quand j'écrivais dans mon journal et que j'écoutais les Spice Girls ou je ne sais quoi. Même si les jeunes n'auront pas la référence à Diddle probablement sur l'épisode Diddle. Non. Et pourtant, et on est triste pour eux. Cet épisode il est fantastique et d'une tristesse incroyable. Parlons peut-être un peu du trait, du dessin, Pablo, qui est particulier à la base. Quand on regarde le premier épisode, on se dit bon, c'est quand même très simpliste, quoi. C'est presque des gribouillages, des dessins avec juste un trait noir sur fond blanc. Et c'est peut-être ça la magie de la série, non, finalement? C'est peut-être ça, parce que du coup, on se concentre aussi davantage sur ses réflexions, sur ce qu'il dit. Et c'est cette simplicité, en fait, qu'on retrouve dans les émotions de Samuel, de ce personnage, qui est vachement bien retranscrit, quoi. Et les scènes de danse, c'est vrai que c'est assez incroyable. Je m'en souviens maintenant. Je crois que c'est même la créatrice qui s'est inspirée d'elle-même de ces mouvements de danse. Elle s'est filmée dans sa maison, dans son jardin, etc. Pour refaire ses danses. Elle y a apporté il y a une espèce de corporalité, je ne sais pas si on pourrait dire ça, dans ces personnages qui sont très incarnés, très humains. C'est très intense en fait. Ouais. En fait, on parle d'un trait. Pour moi, il n'est pas simple, il est plutôt minimaliste. Oui. C'est peut-être ça le moment. C'est pas simple, hein. C'est de l'animation, c'est pas facile. Elle nous l'avait raconté, il y a du boulot. Donc c'est très minimaliste et je suis d'accord, c'est ça qui rend la chose plus accessible et on peut plus se l'approprier. On est moins en train de baver devant, je sais pas, un truc super esthétisant, machin, même si c'est très beau. Moi, je trouve que c'est une série très belle. Et justement, ce trait minimaliste, pour moi, il transmet beaucoup d'émotions. Ouais. Justement, dans ce que vous disiez sur l'intensité des corps et des expressions, je trouve que ça marche très très bien, rien que la tête de Samuel avec ses yeux comme ça. Enfin, je veux dire, on a tout dans le regard, alors qu'on se dit, bah oui, ça a l'air quand même très simple comme ça. Ça l'est pas du tout. C'est une fausse simplicité, cette série. Qui permet effectivement de tous s'y retrouver dans ces personnages. Et la BO. Et la BO, voilà, la BO est incroyable. Vraiment, regardez Samuel, c'est gratuit, c'est sur arte.tv. Ça prend pas longtemps. Encore une fois, il y a 21 épisodes, je crois, quelque chose comme ça, qui dure 4 minutes. Voilà, donc c'est vraiment, ça se picore, ça se regarde, ça se dévore. C'est pour moi la meilleure série du début d'année pour l'instant. Et en plus, il y a des bonus sur les réseaux d'Arte. Tout à fait, exactement. Ça a été vraiment très bien conçu pour s'adresser à un public, aller chercher un public qui peut-être n'aurait jamais vu Samuel si on ne lui avait pas proposé sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc allez voir Samuel. Triple coup de cœur pour commencer cette série de recos. On va enchaîner avec la suite de notre liste. Je me tourne vers toi, Nora. Ripley. Ripley sur Netflix. Série très esthétisante, là aussi, dans un tout autre style. Pourquoi tu as mis Ripley dans ta liste? Du noir et blanc aussi, mais rien à voir. Tout à fait. Ripley, j'étais pas acquise à la cause parce que Ripley, c'est un roman de Patricia Highsmith qui a été remaké déjà, notamment à naissance avec Alain Delon, ensuite avec Matt Damon. Donc, déjà genre bien fait, déjà vu et absolument et déjà très bien fait par plusieurs personnes. Donc je suis pas allée tout de suite voir Ripley, je me suis pas jetée dessus, même si Andrew Scott qu'on adore en Moriarty dans Sherlock, qu'on adore dans Le Prêtre, dans Fleabag, évidemment on l'adore, même si je l'aime beaucoup, je me suis pas jetée sur la série. Après je suis pas hyper thriller dans la vie, je suis très film noir mais un peu moins, voilà. Bon, je me suis dit ok, voyant les critiques de nos collègues américains, je me suis dit, je suis en train de rater quelque chose d'assez monumental et j'étais en train de rater quelque chose que j'ai rattrapé depuis. Ce que je trouve absolument très ambitieux et très intéressant dans cette nouvelle version de Ripley 2024, c'est que, bon, déjà, énorme hommage au film noir des années 40, avec l'esthétique, mais avec aussi toute l'ambiance, toute la tension de cette série. Cette tension, elle passe par quoi? Elle passe déjà parce qu'on a pris un personnage, Ripley, qui est un peu plus âgé que les Ripley qu'on a vus traditionnellement. Donc, je trouve ça intéressant aussi comme choix d'avoir cet Andrew Scott-là, qui n'est pas un petit mec de 20 ans. Ensuite, ce noir et blanc, qui est prodigieux. Magnifique, ouais. Qui est d'une... Enfin, moi, j'avais la mâchoire qui tombait, quoi. C'est très intelligent parce que ça se passe en Italie. Donc, oui, rappelons, Ripley, donc le personnage d'Andrew Scott, c'est un petit escroc, une petite semaine aux États-Unis, et il va être missionné par le père de connaissance qu'il a rencontré en soirée, un gosse de riche, quoi, qui branle rien en Italie, et donc son père lui dit va me le ramener parce qu'il fout rien. Bon, et je te paye. Voilà, il se fait faire un peintre avec des croûtes et je te paye pour ça. Donc il part en Italie. Donc la série se passe quasiment entièrement en Italie. Et filmer l'Italie en noir et blanc. C'est culotté. Parce que... Vraiment, pendant l'été, ça donne une ambiance glaciale, sinistre et ultra sombre à un pays les rues auquel on ne pense pas en termes sinistres, sombres, etc. Ouais. Donc, et ça amène une tension permanente
permanente avec ce personnage. Quand on a déjà vu les autres versions, on sait ce qui se passe, évidemment. Mais si on ne les a pas vues, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et ça donne quelque chose de tellement sombre que j'ai trouvé ça extrêmement malin, en fait, de prendre d'avoir un parti pris esthétique aussi catégorique. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Tout le monde en disait du bien. J'avais un peu la flemme, quelque part, de rentrer dedans parce que série un peu exigeante, quand même, on va pas se mentir. C'est, encore une fois, du noir et blanc. C'est 8 épisodes assez longs, pas forcément très accessibles d'entrée. Et en fait, une fois qu'on est dedans, on est pris par l'esthétisme de la série et moi j'ai plus lâché, après j'ai regardé jusqu'au bout. C'est très très bien joué. Il y a un côté contemplatif aussi, hein. C'est vrai, c'est pas très bavard comme série, donc oui, je suis d'accord avec toi sur ce côté un peu exigeant pour y entrer. Le personnage principal est quand même quelqu'un d'extrêmement ambigu, qui est effectivement mauvais, on va pas le nier, mais qui parvient à nous garder par moments. Presque, on comprendrait presque ses motivations sur certains. Mais il réussit à être émouvant. Ouais. En fait, Scott, cette espèce de mec un peu raté face à des gens qui ne peuvent pas rater leur vie parce qu'en fait, ils ont tellement d'argent qu'ils ont toujours quelqu'un sur qui compter. Ils peuvent toujours être à ne rien faire, en fait, à faire semblant de peindre ou d'écrire. Et lui doit gagner sa vie correctement, enfin, en tout cas, doit survivre. Donc, non, vraiment, mais moi, un de mes coups de cœur énormes de l'année. Une très belle réussite, donc, ce replay sur Netflix. Est-ce que ce noir et blanc est justifié, selon vous ? Moi, je trouve que oui, parce que on l'a déjà vu en couleur, en fait, quelque part. Et ça, c'est autre chose. Plein soleil, par exemple, la couleur lui sied très bien, justement, par ce côté écrasant de cette Italie magnifique, etc., qui écrasait presque les personnages. Là, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que tout est recentré sur ces personnages qui ont des motivations tous plus que douteuses, que ce soit le riche héritier qui ne fout rien de sa vie, qui méprise sa compagne, qui elle-même est très distante, etc. Et cet escroc de Ripley qui est très ambigu, on le disait, et je trouve que le noir et blanc vient souligner ces personnages, la dualité de tous ces personnages. Moi, j'ai trouvé ça totalement justifié. Ça n'aurait pas été en noir et blanc, je suis pas sûr que j'aurais poursuivi la série. Moi non plus. Qu'elle m'aurait pas forcément apporté, je pense. Mais je crois que par rapport à ce que tu dis, je te rejoins sur le côté, ça écrasait tes personnages avec une image différente. Pour moi, là, contrairement même à la version avec Matt Damon, le personnage, c'est pas l'Italie. Alors j'avais l'impression que quand tu donnes une image très carte postale, l'Italie est tellement magnifique, c'est quand même un pays, puis c'est une région sublime, que ça vient un peu tout écraser, ça fait film de vacances, quoi. Oui. Alors, je dis pas que c'est des films de vacances, mais en tout cas là, ce que je trouve intéressant, c'est que justement ce que tu disais, ça recentre sur le personnage. Ouais. C'est ça, ouais. En fait, c'est plus intimiste, c'est un portrait plus intimiste et plus obscur. Et effectivement, plus rien n'est beau de l'Italie, quoi. Les rues font presque peur tellement elles sont sombres, la promenade en bateau, ça devient un coupe-gorge. Le bateau est horrible, les moindres falaises paraissent menaçantes. Enfin, vraiment, Venise, l'eau. C'est un parti pris qui est très fort et qui est très très bien. Vraiment, on vous recommande donc Replay sur Netflix. Enchaînons. Pablo, on va revenir en France, une série en couleur cette fois, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est La Fièvre, série Canal+. Alors oui, La Fièvre, une série assez brillante. Moi personnellement, j'étais vraiment époustouflé par la dialectique qu'il y a dans cette série. Alors pour rappeler, l'histoire parle le dérapage d'un joueur de foot en fait, à une remise de trophée, qui petit à petit va prendre un écho médiatique énorme et va entraîner une crise politico-médiatique. Et finalement, ce que fait la série, c'est qu'elle va ausculter toutes les coulisses d'un embrasement médiatique. Et donc, dans cette série, il va y avoir deux personnes. La personne de Nina Meurice, l'actrice Nina Meurice, qui joue le rôle de Sam, qui est un petit génie de la communication de crise, et qui va s'opposer en face à Anna Girardot, qui est donc cette influenceuse identitaire de droite qui va polariser l'opinion. Et donc c'est ce que fait cette série, c'est qu'elle parle extrêmement bien en fait des mécanismes par lesquels l'opinion va se former, comment pensent les foules et comment se fabrique l'opinion. Et ce qui est assez brillant aussi, c'est finalement tout ce qu'on sait un peu des réseaux sociaux sont ici expliqués vraiment dans le détail. Et finalement, tout ce qui s'enclenche derrière. Comment une bulle se crée, voilà, etc. La nébuleuse Internet et la formation, comment pensent les foules surtout, plutôt que les individus. Donc ça, c'était assez brillant. Il y a beaucoup de
d'acteurs assez brillants aussi. Benjamin Biolay en patron de club de foot, ouais. Est tout à fait crédible. Non, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça. C'est Eric Benzekri, donc le créateur de Baron Noir. De Baron Noir, voilà, qui avait déjà fait une grande série miroir politique. De Baron Noir quelque part. Ouais. On parle de politique sans les hommes politiques cette fois, quoi. C'est ça. Et on va être plus du côté des médias. Il y en a quand même, mais on est plus sur effectivement, tu sais, l'opinion, la formation d'une opinion, les médias, etc. Plus que même si on nous a annoncé que La Fièvre et Baron Noir allaient. Spoiler. Potentiellement créer un univers partagé, l'équivalent du MCU à la française, le Eric Benzekri Universe peut-être. Moi, je suis un peu plus circonspect pour rien vous dire sur La Fièvre. J'ai trouvé ça too much sur certains points. Tu vois, tu disais bien Benjamin Biolay. Moi, j'ai jamais acheté le personnage de patron de club de foot, par exemple. Je suis resté totalement à l'écart. Et en même temps, c'est une série qui me reste un peu, je dois le dire, parce que j'arrêtais pas de me dire c'est too much, c'est too much, c'est too much. Et en fait, vu ce qu'on vit depuis quelques semaines, machin. Il y a des points où je me dis finalement est-ce que ça c'était vraiment too much, est-ce qu'on n'a pas finalement réagi de la même façon que dans la série sur certains aspects. Tu disais le personnage d'Anna Girardot qui polarise les foules, etc. On les retrouve aujourd'hui sur les discours, les éléments de langage des politiques. Donc je suis assez partagé sur cette série finalement. Je l'avais pas aimé en la regardant, et quand j'en garde un peu, quand j'en reparle de temps en temps, bon pourquoi pas, elle me retente un peu. Je sais pas si tu l'avais vu toi, Nora. Oui, je l'avais vu. On avait fait une longue interview pour le podcast de l'ACS de Benzekri, qui est quelqu'un de passionnant. Et parler 1 heure avec lui, c'était vraiment super. Moi, sur la série elle-même, je suis assez déçue. Je la trouve assez superficielle. Je la trouve un peu trop facile. C'est-à-dire que le côté didactique, j'ai trouvé même trop explicatif et parfois pas assez. J'ai aimé qu'on parle de concepts comme la fête d'Overton, ça c'est intéressant pour voir ce qu'on vit depuis pas mal d'années, depuis ça, le meilleur truc depuis l'ère Nicolas Sarkozy, clairement la fête d'Overton elle est grande ouverte, encore plus depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé les personnages des 2 héroïnes assez caricaturales. Faire de Sam un personnage qui est sur le spectre autistique dès le début, qui fait une crise, on ne sait pas quoi dès le début, mais se fait interner, puis en fait repart travailler. Les logorées du personnage d'Anna Girardot, qui ne sont pas crédibles du tout, comme une espèce de un peu grand guignolesque, on dirait une méchante Disney presque parfois quand elle parle avec à un cœur à qui elle demande de faire des trucs, on va pas dire quoi. Voilà, et puis le personnage de l'universitaire décolonial et antiraciste, j'ai trouvé extrêmement caricatural. Moi, on parle des médias, je trouve il manque une critique des médias dans cette émission. Parce qu'on sait qui polarise beaucoup, on sait que c'est les médias, les chaînes d'infos continuent par exemple. Il manque cette critique-là en fait, qui va être. Alors effectivement, dans la série, on a plusieurs chaînes représentées. Mais qui sont uniquement montrées, quoi. Mais qui sont juste montrées. Et, alors, on a le Canal Football Club qui est là, on a France 2 qui est là, on a France Inter. Mais qui sert juste de support à faire avancer le récit. Ça. Et pour moi, sans qu'il n'y a pas. Et c'est une série Canal+, j'entends qu'il ne puisse pas y avoir forcément une liberté à 100% quand on est dans l'empire bolloréen. Donc on ne peut pas aller faire une critique, j'imagine, de CNews quand on travaille chez Canal. Mais du coup, je trouve ça vraiment très partiel et partial. Eh bien, c'est un avis qui divise, une série qui divise, La Fièvre, donc sur Canal+. Faites-vous le vôtre, c'est encore ce qu'il y a de mieux, regardez-la et faites-vous votre avis si vous ne l'avez pas vu. On enchaîne avec notre série suivante. On va changer d'époque, changer de style. Vous vouliez parler de Shogun, notamment un peu toi, Nora. Shogun, série, on va dire un peu événement de Disney+, quand même sur le début d'année, leur grosse série, leur gros lancement. Série historique dans le Japon médiéval. Pourquoi Shogun ? Qu'est-ce que tu en as gardé de cette série ? Alors déjà, j'étais très contente que Disney fasse une série. Alors, c'est pas une série entièrement en japonais, mais on est au Japon et on parle japonais. C'est vrai. Déjà, c'est assez inédit. Les Américains détestent les sous-titres. Donc, on peut parler évidemment du fait que on est au Japon, où le seul pays européen qui a mis les pieds là-bas et qui commerce avec le Japon et avec toute cette région est le Portugal. Tout à fait. Donc les gens sont censés pas parler anglais du tout, puisqu'il n'y a aucune raison pour laquelle les gens devraient parler anglais au Japon à ce moment-là. Parlent portugais, mais non, parlent anglais, et on doit croire que c'est du portugais, pour des raisons de compréhension et de facilité. Donc ça m'a beaucoup énervé. Mais passons. Ça parle japonais. Le casting japonais est divin. Fantastique. Alors là, j'ai pas d'autres mots. Je trouve que ça joue, mais moi, ça a été je trouve que c'est un bonheur de voir des gens jouer comme ça. C'est fabuleux.
des acteurs et actrices qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas. Oui, finalement, moi, j'ai été presque plus séduit par ceux qu'on connaissait pas. Parce que donc Toshiro Mifune qui joue le shogun, c'est un des grands acteurs japonais de sa génération. On le reconnaît, on le voit déjà. Ouais. Mais celle qui joue Mariko, par exemple, elle est époustouflante. Traductrice du personnage principal qui, donc, lui, ne parle pas un mot de japonais. Qui ne parle pas japonais, donc ils sont censés parler portugais entre eux. Elle traduit donc ce marin qui débarque et qui se fait emprisonner avec ses collègues du bateau. Et qui se retrouve mêlé à une espèce de lutte pour le pouvoir. Une sorte de Game of Thrones, parce que ça a été beaucoup comparé à Game of Thrones, sur le côté épique et aventureux de la série. Alors moi, je comparerais pas ça à Game of Thrones parce que ça n'a pas l'ampleur de Game of Thrones. Parce que ça décevrait les gens qui voudraient la regarder comme un Game of Thrones. En revanche, c'est une série magnifique dans un pays qu'on voit rarement, nous, en tout cas en Europe, filmé comme ça. Japon médiéval, période qu'on ne connaît pas, période incroyable. C'est une série qui est intéressante ici parce qu'elle montre que l'autre, c'est toujours l'autre. C'est-à-dire que dès le début, en fait, on voit qu'il y a du racisme du côté des Blancs qui débarquent au Japon et qui disent voilà les barbares, voilà les sauvages. Sauf que dans une des premières scènes où lui, Blackthorn, est fait prisonnier, les Japonais disent c'est quoi ce sauvage en parlant de lui. Donc c'est assez drôle sur l'altérité. Et sur la xénophobie, c'est drôle d'avoir un. Il y a des supplices assez terribles, des scènes envers ces marins de la part des Japonais qui sont effectivement, c'est violente. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que je trouve que le Japon médiéval, c'est quand même une période qui est assez traitée par Hollywood notamment, pas toujours bien, mais pas en série. Par les jeux vidéo aussi notamment, en série un peu moins, c'est vrai. C'est une série qui fait beaucoup fantasmer, par son principe. Effectivement, les samouraïs ont toujours fait beaucoup fantasmer en Europe, dans l'Occident, etc. Mais n'y allez pas pour les samouraïs justement, parce que vous en verrez, il y en a, il y a quelques combats assez intéressants, mais c'est effectivement une grande série sur l'altérité, moi j'ai trouvé. Je suis resté pour ça finalement. J'avais presque un début d'ennui au bout de 3-4 épisodes, de me dire lutte de shogunat, bon ok, pourquoi pas. L'ennui vient aussi pour l'histoire d'amour qui est quand même ridicule. Voilà, qui malheureusement pour le coup, ça, je suis désolée, mais c'est pas un spoil. Hein. Mais c'est vraiment très mauvais. Et rester pour les costumes aussi. C'est le costumier est français, c'est un Perpignanais qui fait les costumes. J'ai oublié son nom. Il a un compte Instagram que je vous recommande très très fort d'aller voir parce qu'il décortique les costumes, il fait des behind the scenes sur YouTube aussi où il raconte les costumes, la création, etc. Et on voit les costumes en gros plan, donc c'est vraiment aller voir, prolonger le plaisir de ces costumes en allant voir l'Instagram du costumier. D'autant qu'il me semble qu'une FX et donc Disney+ ont commandé des saisons 2 voire même 3 je crois. Donc on va faire venir ce monsieur sur le plateau d'épisode suivant, je vous le garantis. On va parler costumes avec donc ce Perpignanais qu'on va retrouver. Shogun, c'est donc à voir sur Disney+, c'est toujours disponible évidemment. On enchaîne parce que le temps passe. Pablo, je tourne vers toi. Ta prochaine série, ta reco que tu as bien aimée, série de gangsters cette fois, The Gentleman. Oui, gangster en costume. Alors adapté du film éponyme de Guy Ritchie, c'est toujours Guy Ritchie aux manettes. Donc qui traite de ces deux fils qui, à la mort de leur père, qui était un grand-duc anglais, découvrent un trafic de drogue en fait sur leur terre que leur père, dont leur père bénéficiait depuis des années et des années. Et il se trouve qu'ils vont mettre leur nez là-dedans. Et s'acoquiner en fait de plus en plus avec le crime organisé. Très réfractaire au début en disant non, pas question que je touche à ça. Et en fait. Et finalement, il y en a notamment un, en fait, il y a deux opposés, les deux frères là, qui va prendre goût à ça. Donc un frère d'un côté qui a un casque bleu, qui est ambitieux, qui est Theo James, qu'on a déjà vu dans la série de White Lotus, qui fit très bien le rôle. Et de l'autre, Robert Inge, je crois, qui joue ce frère déjanté, vraiment dépravé, incorrigible, etc. Donc il y a cette opposition assez drôle. Donc ce sont des personnages vraiment en relief, comme le fait bien Guy Ritchie, qui sont vraiment un peu déjantés tous. Et je trouve ce que dit la série, c'est que en fait il y a des déjantés dans toutes les classes sociales. Aussi bien chez les gangsters cockney du sud de Londres que chez les fils d'Aristo. Et donc ça, c'était assez comique en fait. Et on retrouve cette patte Guy Ritchie justement avec ses personnages très taillés, très pas caricaturaux, mais en tout cas qui sont bien marqués. Ou en couleur, exactement. Fantasque, on pourrait dire. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé The Gentleman aussi, je suis assez d'accord avec toi. Série qui se regarde assez vite, assez bien. Pour le coup, je crois que j'ai enchaîné Ripley et The Gentleman, donc vraiment deux
deux styles, mais qui représentent assez bien ce qu'on voit sur Netflix aujourd'hui, vraiment pour tous les publics. Donc vraiment, ça se regarde. Pour le coup, c'est une bonne série d'été. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, Gentlemen, ça se regarde très bien. Il y a une scène d'anthologie, je pense. Rien que cette scène, en fait, suffit à regarder la série. Je pense qu'on l'a en tête. Voilà, regardez bien. Elle arrive pas trop tard, elle arrive même assez tôt dans la série de mémoire. Donc foncez, regardez donc The Gentleman, la reco de Pablo. Nora, il te reste une série dans la besace. Cette série, c'est Un jour. Un jour, One Day sur Netflix, alors que j'ai découvert très récemment que je n'ai pas terminé. Donc ne venez pas si en fait ça tourne en autre boudin sur Twitter me dire dis donc c'était pas terrible en fait, je l'ai pas fini. Mais je voulais en parler parce que moi j'aime bien les rom-coms, j'en regarde pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont de qualité, notamment en série. C'est pas trop mon truc les rom-coms en série, à part s'il y a beaucoup de cynisme. Mais celle-là, je me suis dit tiens, donc j'ai vu la tronche du binôme d'acteurs-actrices, je me suis dit tiens, ça va m'intéresser. Donc c'est Léo Woodall qu'on a vu dans White Lotus également, saison 2 et qu'on a vu dans d'autres séries, mais moi je les avais pas vues avant. Il y a une espèce de gueule de gars qu'on voit tout le temps. Qui a une espèce de proto-Brad Pitt, on va dire, jeune, beau gosse, qui pourrait faire Ripley par exemple, voilà, il pourrait être dans Ripley. Et Ambi Kamote qu'on a vu dans This is Going to Hurt, qui était avec Ben Whishaw, une série médicale, qui était super bien. Donc elle joue Emma, il joue Dexter, ils se rencontrent en 88 à une soirée de remise des diplômes, fin d'année, du lycée, etc. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Donc ils se chopent sans se choper. Ils passent la nuit ensemble, mais ils ne couchent pas ensemble et ils discutent. Et en fait, ils deviennent de façon complètement absurde, puisque c'est des gens qui sont complètement opposés dans leur goût, dans leur envie, dans leur ambition de vie. Ils deviennent amis. Lui est un gosse de riche. On parle beaucoup de gosses de riche. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça a bien intéressé les créateurs de séries cette saison. Donc lui, c'est vraiment un gosse de riche hyper... Qui a beaucoup de charme, qui est très beau, qui le sait, qui chope beaucoup de bagou, une grande gueule, etc. Mais aucune ambition dans la vie. De toute façon, il n'a pas besoin d'en avoir parce qu'il a beaucoup d'argent et donc il bénéficie des largesses de ses parents. Donc il part en voyage tout le temps et il ne fiche pas grand-chose. On ne dira pas ce qui se passe après, il trouve un travail, mais bon, qui demande beaucoup d'efforts. Et elle, c'est une femme qui est une jeune fille qui est fan de théâtre, fan de littérature. Dans la vie, elle veut changer les choses, donc elle a beaucoup d'ambition à ce niveau-là, de justice sociale. Et ils deviennent amis. Et donc le principe de One Day s'appelle One Day parce que chaque épisode, c'est un jour. Chaque année. Séparé d'une année, tout à fait. Donc on a 80, 89, 90, 80, 89, etc. Donc on les voit, et c'est l'été souvent, et donc on les voit se retrouver ou pas, ou peu. Donc lui va être en Italie, puis l'épisode d'après, ils vont être en Grèce en vacances ensemble, puis après, ils sont de retour, c'est une série anglaise, de retour en Angleterre. Et donc, la question n'est pas tant de savoir, vont-ils, donc le will they, one day, vont-ils ou non finir par se mettre ensemble. C'est plutôt l'histoire du passage à l'âge adulte, de la vie adulte, et puis lui a subi des tragédies familiales. Elle, on voit ses histoires d'amour aussi. Donc finalement, on se dit, si c'est des gens qui avaient pu rester assez longtemps au même endroit ensemble, ça serait sûrement un couple extraordinaire. Le fait est qu'ils sont quand même extrêmement différents. Lui est un petit con, clairement. On peut le dire. C'était quand même un petit con, clairement. Voilà. Elle est un petit peu snob, un peu un télo snob. Mais après, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'on est encore sur un schéma où le mec a des gros problèmes et va pas les régler et demande à ce qu'une femme fasse tout le travail émotionnel. Oui, il y a quand même des tropes assez communs à beaucoup de rom-coms. Mais j'ai beaucoup aimé que ce binôme, il est très inattendu. D'ailleurs, l'actrice dit, quand elle a reçu le scénario, elle a failli le refuser parce qu'elle s'est dit, moi, une femme pas blanche, une femme qui n'est pas une espèce de gravure de mode, dans une série romantique où je serais le love interest d'un mec aussi beau gosse, machin et tout. On l'a jamais vu. Et elle s'est dit, si, finalement, je vais le faire parce que justement, on ne le voit pas. Et heureusement qu'elle a accepté parce que ça fonctionne très bien. Cette actrice est extraordinaire. Et je crois que cette série les propulse, ça y est, un peu en haut des chouchous de. Non, c'est effectivement une très bonne série à regarder. Effectivement, très bonne série d'été aussi, parce que tout se passe quasiment à chaque fois l'été en plus, comme tu le disais. Donc, Un jour, c'est à voir sur Netflix. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Palbo, tu voulais juste dire un mot d'une série qui t'a marqué parce qu'elle est un peu spéciale. Ça s'appelle L'Amour sang. Très novatrice, L'Amour sang, donc qui est sur Canal, avec Arthur Teboul et Céline Salette, qui est en fait une série sans images. Il n'y a pas d'image dans cette série, et c'est à l'image en fait de la relation qui naît entre ces deux protagonistes, joués par Arthur Teboul, qui est aussi un musicien, de poète, etc. Qui en fait, lui joue un prof de province qui va inviter une écrivaine à succès dans sa classe pour intervenir. Et à partir de ça va naître une relation épistolaire.
et une relation amoureuse, et ils vont se donner en fait une règle qui est de ne pas se voir. Donc en fait toute la série, ce sont des dialogues très ciselés, incroyablement prenants. Et qu'on voit à l'écran, ça se regarde, c'est pas un podcast à écouter. Non. Des textos, on entend même les respirations, on entend le bruit d'une cigarette qui s'allume, etc. pour vraiment se forger des images mentales, ce qui est normalement propre à la littérature. Et là, ce que fait cette série, c'est que c'est comme de la littérature, on peut se projeter des images mentales. Et ça redonne du sens au pouvoir des mots, surtout. Donc j'ai trouvé ça assez fort, quoi. Ok, une proposition assez originale, effectivement, si vous avez envie de vous laisser tenter par quelque chose d'un peu différent. L'amour sans, donc c'est à voir sur Canal+. Sans se voir, du coup. Exactement, l'amour sans se voir. Bien vu, c'est le titre qui était malin. Merci à tous les deux d'avoir été là pour ces recos. Vous avez largement de quoi faire pour cet été, même s'il y a aussi des bonnes séries qui vont sortir dans l'été, on en parlera probablement. Merci donc Nora, merci Pablo. Je profite un peu, c'est la dernière de la saison, donc je voulais faire quelques remerciements à ceux qui ont fait exister cette émission cette année autour de moi. Les invités réguliers, bien sûr, des remerciements particuliers pour Margot, pour Thibaut, pour Florian, pour Charles, pour Salambo, pour Benoît, pour Sylvain, et puis toi, Nora aussi, qui est venu souvent m'épauler. Merci à Pablo, c'est venu découvrir l'émission. Il y en a plusieurs qui ont fait leur première ces dernières semaines et que je suis ravi d'avoir pu inviter. Merci aussi à tous ceux que vous n'avez pas vus, qui sont derrière les consoles, derrière les écrans, qui font l'émission en montage, en régie, à la diffusion. Kylian, Fabio, Jean-David, Bastien, merci à eux. Et surtout, un immense merci à Laure, ma productrice, la productrice de l'émission. Infaillible soutien qui m'a guidé tout au long de cette première saison, moi qui n'avais jamais mis ma tête devant une caméra. Sans elle, rien n'aurait été possible. Donc, mille merci à toi, Laure. Et avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez revoir les 40 émissions. Oui, on a fait 40 émissions cette saison. Wow. Tout est disponible sur le site de Tech & Co, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Je vous souhaite un très bel été, rempli de super séries évidemment. Et je vous dis, pas de spoiler là-dessus, saison 2, on se retrouve à la rentrée pour une meilleure saison, j'en suis sûr.